Balade découverte de la symbolique de Montpellier, introduction. À travers cette promenade, il s'agira de découvrir autrement le cœur de la ville dans une optique gnostique, alchimique et hermétique. Il faut entendre par gnose la notion de connaissance intuitive de première main, par alchimie la transmutation du plomb en or, du matériel en spirituel, et par hermétisme la quête de l'unité, à savoir le dépassement de la dualité. Pour cela, nous nous appuierons sur l'architecture, les images en 3D faites par les imagiers du Moyen-Âge, les compagnons du devoir et les artistes plus contemporains, avec l'idée d'un fil d'or qui passe au-delà de l'espace et du temps. Nous évoquerons aussi la langue des oiseaux, cabale phonétique qui permet, en jouant sur le langage, de trouver un autre sens aux mots. Nous parlerons d'un pays, d'une région qui s'appelle le Languedoc, où le terme oc, O et C, renvoie à la conjonction et l'union des opposés, à savoir du soleil et de la lune. La ville de Montpellier évoque l'idée d'une montagne, d'un verrou, d'un lieu où on cultivait le pastel, qui donne la très belle couleur bleue du ciel, et aussi où se promènent de jeunes femmes vierges, symbole du féminin sacré. Première étape dans notre voyage, la place royale du Pérou. Nous commencerons tout au bout de cette place avec l'aqueduc Saint-Clément. Construit par Pitot au XVIIIe siècle, financé grâce à Jacques Coeur, alchimiste, il rejoint le château d'eau avec pour mission à l'époque d'acheminer l'eau pour les différentes fontaines de la ville. Le pont est un symbole d'union, de lien entre deux étapes, deux mondes, le monde matériel et le monde spirituel. La structure du pont est constituée de plusieurs séries de 3 arches. Ces 3 arches renvoient à l'idée d'une trinité, corps, âme, esprit. L'eau pontique acheminée peut renvoyer à l'eau céleste, à la matrice eau qui a généré notre monde, au monde spirituel. Deuxième étape, le château d'eau, construit en 1768 par Giral et Donat sur un rocher de pierre. Ce château d'eau a une forme hexagonale, à savoir son toit est un polygone à 6 branches, et si l'on trace les diagonales, nous trouvons une étoile à 6 branches qu'on appelle l'étoile du David, aussi l'étoile qui renvoie à la pierre philosophale. La conjonction des opposés, 2 triangles qui s'interpénètrent. Ce château d'eau a 12 colonnes. Le chiffre 12 renvoie aux 12 signes du zodiaque, qui sont la matrice de l'homme, puisque nous naissons sous un ciel particulier. De part et d'autre du château d'eau, nous allons trouver des coquilles Saint-Jacques, symbole de la matrice, et plusieurs coulures sculptées, qui représentent la matérialisation de forces éthériques, lumineuses. On peut donc voir ce château d'eau comme la matrice qui génère notre monde à partir du monde spirituel. Et ce monde dans lequel nous sommes actuellement est un monde chuté, est un monde de lumière et d'ombre. Pour illustration, il est important de passer sur le cadran solaire, réalisé beaucoup plus tard par Pierre Imbert en 1927. Ce cadran en forme d'œuf, l'œuf renvoyant à l'idée de matrice ou de genèse,
donne l'heure en fonction de l'ombre de l'homme qui passe sur ce cadran. Donc nous voyons bien que l'œuf symbolise là notre dualité, ombre-lumière. L'être a chuté dans un monde qui est le temps, qui est donc la mort, et cette mort est inéluctable, et l'épreuve majeure de l'homme va être de se confronter à son ombre, et à l'ombre de ce monde que les cathares nommaient le démon, le monde du démiurge. Mais paradoxalement, le monde du démiurge peut être vaincu par la gnose, par la connaissance, par la bonne orientation, d'où la présence d'un gnomon qui donne l'heure, qui permet de s'orienter sur ce cadran solaire. La balade que nous allons faire va aller dans ce sens, de partir de l'ombre pour retrouver la lumière perdue. Au cœur du Pérou trône la statue équestre de Louis XIV, érigée en 1718 par Ingalbert, fondue sous la Révolution française et restaurée peu après. Le mot cheval renvoie à celui de Kabbale. La Kabbale, c'est la langue des oiseaux, l'alphabet phonétique, qui va nous permettre de mieux comprendre le sens donné par les compagnons qui ont créé cette statue en hommage à Louis XIV, mais aussi en image de ce que ce roi représente, à savoir un démiurge, un égo spirituel, un être de pouvoir qui se prend pour Dieu. Si l'on observe bien la statue, il y manque deux choses, une selle et des étriers. L'absence d'étrier renvoie à l'idée phonétique de l'être y est, que l'être n'y est pas, que cet être, ce roi, a perdu l'être, a perdu l'influence spirituelle et divine, même s'il s'en revendiquait par ailleurs. Le fait que le roi soit sans sel, le sel est un des éléments centraux de l'alchimie, à savoir l'idée d'un axe. Pour comprendre le mot sel, il faut faire l'analyse symbolique des trois lettres qui le composent, le S, sagesse, ou aussi serpent, force, ou kundalini, le E, l'échelle, qui renvoie à une structure ternaire de l'homme, avec trois centres de conscience, qui sont la tête, le cœur et le bassin. Et le Hel renvoie aux ailes de l'ange, renvoie à la force verticale qui se matérialise dans le monde horizontal. Donc sans sel signifie que l'être que nous voyons est un être divisé. Le mot divisé signifie, le mot diabolique sont synonymes, diabolus. Et le contraire de diabolique, c'est symbolique. Donc tout le parcours va être de partir du diabolique au symbolique, de passer de la dualité à l'unité. Et donc Louis XIV va être l'image de cet être divin chuté qui tombe dans un premier temps dans le piège de l'hubris, à savoir vouloir faire le bien des gens malgré eux, vouloir conquérir le monde et de vouloir faire briller le soleil sur la terre, mais combien de gens ont été tués par ces êtres qui se prenaient pour Dieu, Napoléon étant aussi un avatar de cette figure démiurgique. Il est intéressant de voir que Louis XIV indique avec son bras une église. L'église que nous évoquerons tout à l'heure est l'église Sainte-Anne. Il est intéressant de voir que cette église, transformée aujourd'hui en centre d'art contemporain, abrite un labyrinthe. Donc très clairement, les instigateurs de cette statue renvoient à l'idée que la ville est un labyrinthe au cœur duquel nous allons trouver ce que nous cherchons, c'est-à-dire la voie royale qui nous remène au monde spirituel. Nous sortons maintenant de la place du Pérou et en nous retournant à l'entrée, nous voyons de part et d'autre des statues de lions avec des angelots. Ces statues ont été sculptées par Injalbert en 1883. Symboliquement, elles nous renvoient à la nécessité
de nous connecter avec notre âme d'enfant, avec notre enfant intérieur, pour ne pas comprendre toutes ces notions avec l'intellect, mais avec quelque chose de plus subtil. Nous avons deux représentations, deux couleurs de lion qui sont représentées. À droite, au nord, nous avons la force qui est domptée par l'amour. C'est le lion vert, sans pierre brute. Ce lion vert est le symbole de notre ego naturel, qui à un moment donné va être à l'écoute d'un ange ou d'une force qui n'est pas de ce monde. Donc cet ego va diminuer petit à petit. Une fois soumis au feu alchimique, le lion vert va devenir le lion rouge. Le lion rouge se trouve sur la gauche. C'est l'entéléchie de Rabelais, c'est l'amour domptant la force. Et on voit que le petit ange qui est cette fois-ci sur le lion tient dans sa main une petite pierre. Cette pierre renvoie à la guérison, au remède universel. Le lion rouge, c'est notre ego naturel transmuté par la force de l'esprit. Et donc l'ego est au service de l'âme et n'est plus le pilote de la personnalité humaine. Cela est confirmé par le fait que le petit Angelo croise ses jambes en X, et le X est le symbole du Ki, du Chi, la lumière manifestée. Avant de rentrer dans le cœur du centre-ville, appelé l'Écusson, nous allons faire un petit détour par le Jardin des Plantes. Jardin royal, le plus ancien de France, créé en 1593 par Henri IV et administré par Pierre Richer de Belleval, jeune médecin prometteur. Ce jardin a été dévasté en 1622 par le siège de l'armée de Louis XIII. Il est restauré en 1629. Au début du XVIIe siècle, ce fut un jardin scientifique, mais aussi un jardin précurseur qui reproduit plusieurs milieux et consacre un emplacement important aux plantes exotiques. On y trouve notamment Ginkgo biloba. La culture des plantes est centrale à Montpellier, où la plupart des étudiants en médecine font de l'alchimie végétale, à savoir de la spagithérapie. Paracels a donné les clés de ce travail qui récolte les trois éléments de la plante, le sel, le soufre et le mercure, l'alcool, l'oligo-élément et l'huile essentielle, pour en faire un élixir qui, une fois ingéré, permet de rétablir la bonne circulation des énergies et au médecin intérieur d'agir. Les grisettes de Montpellier, que l'on trouve encore aujourd'hui sous forme de petits bonbons au miel et à la réglisse, sont l'écho des premières pierres végétales, médicaments fabriqués par les étudiants en médecine de Montpellier. Au cœur de ce jardin, nous trouverons un monument à la mémoire de Rabelais. Rabelais était un écrivain humaniste de la Renaissance qui a étudié à Montpellier. Il était inscrit en 1535, il est parti ensuite pour Lyon, il est revenu à Montpellier en 1537 et il a écrit toute une œuvre hermétique, codée, Gargantua, Pantagruel, l'histoire de géants, de titans, victimes de leur hubris, de leur force démiurgique qui, petit à petit, se mettent à l'écoute d'une sagesse ancestrale et partent en quête de la dive bouteille. Dive bouteille symbolique du vin, vin symbolisme que l'on retrouve chez Omar Khayyam, où le vin est la métaphore de l'esprit. On trouve aussi la montagne Richer de Belleval, le tombeau de Narcissa, un cénotaphe du XVIIIe siècle, avec un poème d'Edward Young. Tout ce jardin
est une invitation à la flânerie et à la méditation que nous vous proposons de faire seuls pour mieux approfondir les notions que nous allons aborder dans cette promenade. Nous passons maintenant devant la faculté de médecine de Montpellier, plus ancienne faculté au monde. Fondée en 1220, elle fête cette année ses 800 ans. Sa devise fait référence à la tradition hippocratique dont elle se réclame. Jadis, Hippocrate était de Cos, maintenant il est de Montpellier. C'est le pape Nicolas IV en 1289 qui la fonde. Elle regroupe le droit, la médecine, les lettres, la théologie. En 1556, c'est la première faculté à se doter d'un amphithéâtre qui permet de disséquer les cadavres, savoir bien utile pour combattre la peste. Mais l'élément le plus notable est que la plupart des médecins de cette faculté sont aussi des alchimistes qui travaillent avec les plantes du jardin. Un des plus célèbres d'entre eux, Arnaud de Villeneuve, 1240-1311, permet une réappropriation de la médecine gréco-romaine, de la médecine de Galien, simplifiée par Rhazès. Mais malheureusement, il contesta l'infaillibilité du pape et en fut châtié. Ses œuvres sont restées grâce à un imprimeur génois et on peut trouver encore le Rosarium Philosophorum qui montre que le respect de la nature est au cœur de la démarche d'Arnaud, avec une volonté de transmuter et de guérir de façon naturelle les troubles de l'homme. De part et d'autre de l'entrée de la faculté, nous trouvons deux statues, deux types de médecins. La première statue, sur la gauche, est consacrée à François de la Péronie, 1678-1747, chirurgien français, confident de Louis XV, et premier chirurgien à pratiquer la dissection devant les étudiants. Il cherche à guérir l'homme par la division, la fragmentation. Il cherche la maladie, il cherche à réparer le corps. Mais il ne trouva pas l'âme, bien entendu, dans la matière. Toutefois, la Péronie fut, sur la fin de sa vie, empli de cette question de la quête de l'âme et fut reçu dans la confrérie des pénitents blancs en 1701. Sur la droite, nous trouvons la statue de Paul-Joseph Barthez, 1734-1806, médecin encyclopédiste, fondateur de l'école vitaliste de Montpellier, avec un écrit fondateur en 1773, Les nouveaux éléments de la science de l'homme. Il y renonce aux explications purement chimiques, mécaniques, et reconnaît la nécessité d'admettre l'existence d'une force spéciale, que l'on appellerait aujourd'hui le principe vital ou le corps éthérique. Son approche fut essentielle, car basée sur une pratique spagithérapique ancestrale. Enfin, au milieu des deux statues, si on lève la tête, nous allons retrouver les deux lions. Le lion vert et le lion rouge. Ces deux lions sont séparés par un pylon, un axe, l'axe du monde. L'axe du monde, il y a un serpent qui apparaît. Ce serpent renvoie à la force, à l'énergie vitale. Et de part et d'autre, nous y trouvons le laurier qui manquait à Louis XIV. Et le laurier signifie que l'oreiller
signifie qu'à travers cette pratique médicale respectueuse de l'énergie de la nature, respectueuse des plantes, on peut revitaliser l'homme et combattre la maladie par des processus naturels. La question du milieu est centrale. En écho à cette idée, nous trouvons un peu plus loin la rue Béchamp, qui nous permettra de remonter sur la place de la Canourgue. Béchamp, fameux pour avoir contesté à Pasteur sa vision du virus comme un ennemi auquel il faut faire la guerre. Béchamp nous invite à purifier le milieu et à agir de façon naturelle pour stimuler notre immunité. Message d'actualité. Nous allons passer ensuite par la rue Béchamp, Jean-Jacques Rousseau et la rue Haute pour arriver à la rue d'Albisson qui fait un angle avec la rue Foch et à l'hôtel particulier. L'hôtel particulier qui se trouve juste après le magasin d'optique nous permet de voir un curieux mandala dans le hall. Donc il nous faut pousser la porte. Et là, nous allons nous trouver dans une demeure philosophale bâtie par Jean Albisson, avocat, franc-maçon, homme politique de la fin du XVIIIe siècle. À l'entresol, nous voyons deux atlantes avec des tridents et des tritons. Et à l'intérieur, le pavage important est un pavage avec une fleur d'or. Cette fleur d'or à 8 pétales peut évoquer celle que Jung commenta, le traité de la fleur d'or, traité à propos duquel Jung évoqua la symbolique alchimique, à savoir la symbolique du 8 qui renvoie à l'infini, la symbolique du carré, de la construction, de la matière, et du cercle qui renvoie à l'infini, la fleur d'or étant le principe âme qui fait le lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Ce très joli mandala invite à la méditation et a lancé aujourd'hui une mode de coloriage bien connue pour aider les gens à se concentrer et à s'axer. Voilà, bien curieux hôtel, propice à un moment de pause et de méditation. Nous empruntons ensuite la rue du Palais Guilhem, qui fait référence à la dynastie des Guilhem, fondateur de Montpellier en 985, pour déboucher sur la rue de la Coquille. La Coquille est un endroit fréquenté par tous les compagnons du Tour de France qui viennent méditer sur cette pierre d'angle, curieux pan de bâtiment qui représente une coquille Saint-Jacques asymétrique avec 21 rayons, comme 21 lames du tarot ou 3 fois 7 rayons. On retrouve cette symbolique des rayons dans la science hermétique égyptienne et on a là la vision du creuset, de la matrice. La matrice qui, une fois que l'on se place dans son cœur, permet une forme de régénérescence et de guérison. Cette coquille est bien entendu sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, puisque ce pèlerinage très antique est une métaphore du chemin de vie, à savoir la métaphore de la quête de l'étoile, Compost Stella, l'étoile enfouie, l'âme perdue qu'il s'agit de retrouver à travers une alchimie interne. Nous sommes au cœur de Montpellier, au cœur du mystère et au cœur de la quintessence du creuset alchimique. Nous arrivons enfin à la place de la Canourgue, élément central de notre parcours.
Sur la gauche, nous pouvons voir l'hôtel Richer de Belleval du XVIIe siècle, descendant du fondateur du Jardin des Plantes, avec une façade alchimique, avec 2 atlantes et l'évocation du chiffre 7, nombre de planètes et de métaux. Ces atlantes sont des faunes qui ont perdu leurs bras, mais ont conservé leurs oreilles pour entendre. Au cœur de la petite placette, nous allons trouver la fontaine des licornes, sur un bassin, un autel avec 2 licornes et un angelot. Cette fontaine date de 1776, créée par l'architecte Jacques Donat, commandée au sculpteur de Carpentras Étienne d'Antoine, comme la fontaine des Trois Grâces. Elle fut déplacée et se trouve maintenant sur la place de la Canourgue. Elle représente des chevaux marins, licornes, au-dessus d'un bas-relief qui figure à la bataille de Klosterkamp en 1760 contre les Allemands, en l'honneur du maréchal de Castries. Métaphore de la guerre, de la division de l'humanité entre Allemands, Français, entre noirs, blancs, jaunes, masque sans masque, ruse du démiurge de mieux diviser les hommes pour les gouverner. Une des clés de lecture de cette statue est basée sur la dualité. 2 lectures, 2 natures, 2 âmes. La première notion que l'on peut évoquer, c'est celle des 2 natures, qui est propre aux gnostiques, qui, se référant à Platon, explique l'existence du mal sur Terre par le fait que le Créateur n'est pas un Dieu bon, mais un démiurge, à double facette, démiurge que Jung montrera dans ses mandalas. Cette dualité renvoie au fait que, dans ce monde, il n'y a pas de bien sans mal, de yin sans yang. Quand nous marchons, nous avons une ombre qui nous suit. Ce monde est donc imparfait et ne sera jamais un paradis. C'est le monde de la guerre. Guerre qui, pour Héraclite, était la mère de tout. Il existe une autre nature qui n'est pas la polémique, le polémos. Cette autre nature, c'est le monde spirituel, où il y a une lumière qui n'a pas d'ombre. L'enjeu étant de trouver le passage. Une des clés de compréhension pour trouver le pont qui va nous permettre de faire le lien avec l'autre nature est la notion des 2 âmes, représentée par les 2 licornes. Une licorne baisse la tête avec sa corne dorée à l'horizontale, dressée vers nous. Elle semble nous parler et nous renvoie à notre âme naturelle, à ce qui nous anime tous les jours, notre humanité, notre humanitarisme, nos passions, nos colères, l'amour que nous avons pour nos semblables qui peut vite se transformer en haine, la haine terrible qui détruit tout. Au contraire, la licorne du haut, qui est connectée à l'enfant divin, qui tend un miroir ou un bouclier vers nous, cette licorne tend sa corne vers le ciel. On a l'impression qu'elle se réveille, qu'elle se débat, qu'elle veut s'extriper de la matière. Cette licorne renvoie à l'idée d'âme divine. Âme divine qui est latente chez l'homme dans l'enseignement alchimique de la Rose-Croix. Cette âme divine aurait pour siège le cœur et se voit symbolisée en Orient par un lotus et en Occident par une rose, la rose du cœur, la rose qui va fleurir sur la croix. Croix qui est représentée par les 2 cornes des licornes qui sont effectivement perpendiculaires.
La corne, à l'époque, était recherchée car une légende disait que sa pulvérisation pouvait permettre d'obtenir une mixture qui allait prolonger la vie. La licorne était aussi vue comme l'avatar du Christ. On peut voir cette corne de licorne comme justement l'idée que l'être humain peut développer des outils de perception autres des formes spirituelles. Une antenne propre à capter les éthers ou les rayons qui vont permettre le renouvellement et la transmutation de notre système dualiste. Poursuivons notre périple en passant devant un petit immeuble de la rue de la Barralerie, classé monument historique. Il comporte les vestiges d'une synagogue médiévale. Il faut savoir que les Juifs ont été chassés d'Andalousie en 1140. Ils se sont implantés à Lunel, puis en 1306 à Montpellier. Ils étaient érudits, chirurgiens, poètes, gens de lettres, et ont contribué au rayonnement de Montpellier à travers leur ésotérisme qu'on appelle la Kabbale. Et cet enseignement ésotérique était lié à des rituels de purification. C'est pour ça qu'on a retrouvé dans cet immeuble un bain rituel, un mikvé, à savoir un bassin qui date du XIIe siècle, circulaire, de 3,40 m de diamètre, de 60 cm de profondeur, qui était alimenté par une nappe d'eau souterraine constamment renouvelée. On retrouve la thématique de l'eau, de la nécessité de l'eau pour purifier la matière. L'entrée se faisait par un escalier de 15 marches rituelles qui menait au déshabilloir. Le bassin est toujours visible et on peut le visiter. Ce rituel était lié à la purification d'une femme enceinte avant son accouchement. Belle métaphore de guérison et de force vitale. Il nous faut évoquer à ce propos que Montpellier fut une des rares villes où cohabitèrent les trois monothéismes, à savoir le judaïsme à travers la Kabbale, l'islam à travers notamment le soufisme. On trouve des traces de soufisme et de la mythologie soufie basée sur la symbolique du Pan à Lunel et à Maguelone, et aussi l'ésotérisme chrétien à travers les cathares et les protestants. Donc Montpellier fut une ville de connaissance où ces trois monothéismes se rejoignirent un temps sur la question de la médecine et de la guérison de l'homme par des rituels où il était question d'eau et de lumière. Un peu plus loin, en direction de la rue de l'Université qui descend de la montagne de Montpellier, nous passons par la place Chabanot, où nous voyons une curieuse fontaine qui verse de l'eau. Sur cette fontaine, on y voit une femme, avatar de Cybèle. Cybèle que l'on retrouve sur le portail central de Notre-Dame de Paris, commenté par Fulcanelli. Il nous faut évoquer les cultes à mystère, les cultes de la terre-mère, qui reviennent à la mode à l'ère du Verseau. Cybèle était la gardienne des savoirs, une divinité d'origine phrygienne, adoptée par les Grecs et les Romains. Elle personnifiait la nature sauvage. Elle était présentée comme la Magna Mater, la déesse mère. Ces rites se transforment dès le IIe siècle en fonction du christianisme et se produit un curieux syncrétisme à travers la figure d'Attis qui devient à l'image de Jésus le fils de la mère. Donc Cybèle devient un avatar du féminin sacré qui porte l'enfant divin, comme Isis va porter le petit Horus et Marie le petit Jésus. Elle porte un bonnet phrygien et peut être identifiée à un avatar féminin du Christ. Cet avatar aujourd'hui, avec l'ère du Verseau,
est à la mode et renvoie à l'idée qu'il est important de réunir les aspects masculins et féminins, et que le féminin est aussi sacré que le masculin. Fin du patriarcat et tentative d'une nouvelle union spirituelle entre l'homme et la femme, entre l'homme et la nature, passage vers la surnature spirituelle dont nous sommes issus. Il nous faut évoquer le blason de Montpellier que tient la Cybèle de la place Chabaneau. Sur ce blason, nous voyons une femme, une vierge sans doute, aux initiales Ave Maria, avec un tourteau de gueule circulaire. Nous avons une sphère. Cette sphère, dans d'autres images peintes en couleur, est une sphère rouge. Nous avons la ville en jaune, la Vierge en bleu et du blanc. Nous avons là les couleurs de l'alchimie. Le blason de Montpellier signe bien la signature alchimique de la ville. Nous descendons la rue de la Loge et nous trouvons place Jean Jaurès, cœur festif de Montpellier. Devant les terrasses, au niveau du sol, une plaque commémore une église, Notre-Dame des Tables, qui a été déplacée depuis. Il y est question d'une Vierge au noir qui aurait été rapportée des croisades par Guillaume VI. L'église fut rasée par les protestants lors de la guerre de religion en 1621. On trouve au musée du Vieux Montpellier une restitution de cette Vierge noire, Madone à l'enfant, en bois polychrome. On l'appelait avant la Majestat Antica, symbole du féminin sacré. La Vierge noire que l'on retrouve dans beaucoup d'églises romanes est le symbole de l'âme divine enfouie dans la terre qu'il faut, au terme d'un processus alchimique, blanchir. On passe de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc, de la Vierge noire à la Vierge blanche, de l'âme endormie, enfouie au profond du cœur, à l'âme renée. Ce symbole est très puissant et se trouve au cœur de Montpellier. Il en est la clé, comme la clé de l'enseignement initiatique alchimique. Nous allons découvrir une partie du Vieux Montpellier en bifurquant dans la rue de l'Argenterie. Curieusement, le sol a été pavé par un street artiste d'étoiles blanches à 5 branches. Cette étoile s'appelle le pentagramme. Elle est obtenue en traçant les diagonales d'un pentagone, polygone à 5 côtés, que l'on trouve sur les ballons de football. Ces étoiles nous mènent à la place des Arts, où nous voyons une magnifique demeure philosophale, le palais des ducs d'Aragon, qui date du XIVe siècle. La porte est significative avec son symbole de sphère en 3D qui va évoquer la pierre philosophale, le résultat de l'œuvre, avec une tripartition, 3 colonnes, 3 masques, les 3 multiplications, les 3 aspects de notre être, portés par le microcosme, le corps, l'âme et l'esprit. L'idée que cette transmutation alchimique se fait par les arts, parce que l'alchimie est l'art royal, l'art, chez Platon, a pour objectif de connecter l'homme avec l'idée et les vibrations de la beauté.
C'est grâce à cela que l'âme s'éveille. Et le pentagramme que l'on voit par terre, et qui est souvent sur le même chemin que les petites étoiles coquilles de Saint-Jacques, ce pentagramme renvoie au symbole pythagoricien de l'homme-âme. Nous allons serpenter dans le vieux Montpellier en prenant la petite rue Cauzy, en tournant sur notre droite, en traversant la rue de l'Ancien Courrier, prenant la petite rue Voltaire et nous tombons enfin sur la place Saint-Roch pour voir l'église qui porte le nom du Saint Montpelliérain. Saint-Roch était quelque part un étudiant en médecine, issu d'une famille noble mais renié par cette même famille. Il parlait aux oiseaux, il vivait en âme errante et soignait les gens de la peste, sans doute avec un protocole issu du jardin des plantes de Montpellier. Il mourut en prison sans avoir donné la recette à l'Église et fut paradoxalement récupéré par cette même Église après sa mort en 1379. On retrouve une sculpture de Saint-Roch Salpêtrarque et une statuette en bois rue de la Loge. Son église a été construite au XIXe siècle dans un style néo-gothique. Elle lui est dédiée et bien entendu est un endroit incontournable pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques. Chaque année, le 16 août, on fête Saint-Roch. Mais a-t-on vraiment compris son message ? L'église, curieusement, nous montre sur sa façade 3 pierres. Ces 3 pierres sont liées aux 3 phases de l'alchimie déjà évoquées: l'œuvre noir, la confrontation avec l'ombre; l'œuvre blanc, la renaissance de l'âme divine; et l'œuvre rouge, le lien avec les forces de l'esprit. Une fois cette connexion faite, le candidat réactive son soleil intérieur à 8 pétales que l'on a vu dans l'espace clos de l'hôtel particulier. Et regardons au pied de cette église un pavage en forme de soleil à 8 branches. Face à cette église, nous avons un mur en fausse perspective, un mur peint. Un mur peint qui joue sur la notion de miroir et de reflet. Et nous voyons Saint-Roch et le reflet de la cathédrale. Cette idée de reflet est fondamentale puisque au terme du processus alchimique, c'est l'âme renée lors de l'œuvre blanc qui va refléter l'esprit, comme on le voit dans les teintures de la Dame à la licorne à Paris. Cette église, portée par un maire de Montpellier, initié sans doute, Jules Pagési, s'est beaucoup inspiré des travaux d'Haussmann, et nous sommes vraiment dans un art monumental qui renvoie à des principes spirituels clairs, dépassant le dogme catholique qui a bien entendu récupéré l'image de Saint-Roch. Saint-Roch qui se promenait avec un chien peut évoquer le mat du tarot, l'arcane son nom,
celui qui erre à la recherche de son âme sur terre. En suivant la rue Saint-Côme, nous parvenons à l'hôtel Saint-Côme, 32 Grand Rue Jean Moulin, siège de la Chambre de commerce et d'industrie depuis 1920. Ce bâtiment a été financé par le chirurgien François de Lapéronie pour l'édification d'un amphithéâtre d'anatomie, semblable à celui du collège Saint-Côme à Paris. Il est à noter que cet hôtel, qui a été une école de chirurgie, est actuellement un lieu qui peut s'assimiler aux demeures philosophales de Fulcanelli. Il y a une fontaine devant cet hôtel. Cette fontaine est caractéristique de l'alchimie, puisque nous avons 3 séries de tritons. Nous avons des anges sur la fontaine et un jaillissement d'eau. Quand on lève les yeux, en haut de la façade, nous trouvons un magnifique caducée d'Hermès en or, 2 serpents autour d'un axe avec des ailes. Hermès, symbole de l'hermétisme, l'unité retrouvée. À l'intérieur, nous avons des références à la montagne sacrée locale, le pic Saint-Loup. Nous avons une statue d'Hermès. Donc, tous les indices sont là pour montrer que nous arrivons bientôt au terme du processus qui nous a mené de la dualité à l'hermétisme. Remontons la grande rue Jean Moulin pour arriver à la rue de la Loge et au sol, à l'intersection, nous allons remarquer 3 cercles concentriques avec 4 rayons. Ces 4 rayons peuvent symboliser les 4 corps. Le corps mental, le corps physique, le corps astral et le corps éthérique. Le cercle le plus extérieur, dont le diamètre est à peu près 9 mètres, peut symboliser le microcosme, la matrice des corps. C'est ce microcosme qui est le siège des transmutations alchimiques. Il est gardé par 12 portes, 12 formes zodiacales que l'on trouvait à l'origine sur la nord de la place du Pérou. C'est ce microcosme qui se réincarne, c'est ce microcosme qui transfigure au terme du processus alchimique. Nous sommes au cœur du labyrinthe. Nous arrivons maintenant rue Jacques-Cœur, grand personnage né à Bourges autour de 1400, grand argentier du roi Charles VII en 1441. Il connaîtra une mort tragique en 1456 en ayant été répudié et ayant perdu tout crédit auprès du roi. Il a été nommé commissaire auprès des États du Languedoc et est venu s'installer en Montpellier en 1441. Il a financé la loge des commerçants, financé les travaux de l'aqueduc du Pérou. C'est quelqu'un qui s'intéresse au commerce des épices, de la soie, avec Venise, avec l'Orient. Il développe toute une économie à Montpellier et fait construire un palais qui ne sera pas aussi hermétique que celui de Bourges. On notera juste le grand escalier, aujourd'hui invisible, car le musée du Languedoc est fermé depuis 8 ans. On sait que Jacques-Cœur s'intéressait à l'alchimie. On lui a reproché d'avoir fabriqué de l'or et de n'avoir pas transmis sa connaissance au roi, d'où sa disgrâce probable. En tout cas, il nous laisse, notamment dans son hôtel de Bourges, tout un tas de sculptures hermétiques à décoder. Il est, avec les 3 grands monothéismes qui purent communiquer ensemble, un des artisans de la renommée de Montpellier. En descendant sur la place de la Comédie, de part et d'autre de l'entrée d'une banque, nous trouvons 4 cariatides. Ces 4 cariatides symbolisent les 4 étapes de la gnose, de la connaissance. Nous allons les lire
de droite à gauche. La première cariatide est pensive. Elle a un rouleau dans sa main. On peut imaginer qu'elle médite sur un texte. Elle apprend. Elle lit un texte et essaye de voir comment elle peut s'en emparer. Nous sommes dans une phase intellectuelle. La deuxième cariatide, elle, a un marteau et un burin. Elle s'apprête à tailler la pierre. Il s'agit de passer à la phase expérimentale, pratique de l'œuvre. L'intellection doit à un moment donné se traduire par un nouveau comportement, une action autre dans le monde. La troisième cariatide, elle, a une corne d'abondance, des fleurs. La corne d'abondance qu'on retrouve dans la symbolique du musée d'art contemporain La Panacée signifie que l'on récolte ce que l'on sème. C'est la loi de karma, on reconnaît l'arbre à ses fruits. La nature et le monde est un miroir de nos actions. Quatrième et dernière cariatide, celle-ci a dans sa main le caducée d'Hermès. Elle a réalisé la phase hermétique, l'union des opposés. Elle est axée. Nous avons au-dessus du caducée une pomme de pin, ce qui peut évoquer la glande pinéale. Elle a donc un autre regard, une autre vision sur le monde. C'est pour ça qu'elle a les yeux fermés. Elle est dans le monde, mais plus de ce monde. Elle a la vision intérieure, la vision de l'âme. Enfin, nous accédons au cœur de la place de la comédie. Comédie, comédia, qui peut évoquer la divine comédie de Dante, en 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Là, nous approchons du paradis. Il nous faut regarder à nos pieds les tracés d'un œuf qui était visible il y a quelque temps, puisque les voitures tournaient autour de l'œuf. Là, l'œuf est juste incrusté dans le marbre. Cet œuf est une matrice, une nouvelle matrice. Il fait écho à l'œuf du Pérou, qui était l'œuf de la chute. Là, nous avons l'œuf de la résurrection. Devant nous, dans l'axe, nous trouvons l'opéra. L'opéra, en latin, c'est l'œuvre. L'alchimie est un art royal, une œuvre de musique. Beaucoup de grands opéras, on pense à Wagner, à Mozart, sont inspirés. Cette inspiration fait ressentir les vibrations du monde divin à travers les notes de la musique, qui sont basées aussi sur la symbolique du nombre d'or. Cet opéra est structuré avec 3 portes. Nous avons aussi une coquille Saint-Jacques et des masques. Le mot masque renvoie à l'idée de persona, personnalité. Derrière notre personnalité se cache autre chose. Là, nous l'avons vu. Nous avons une ombre, nous avons une âme, et nous avons la possibilité de nous relier avec l'esprit. C'est tout le processus que nous avons vécu dans cette balade qui amène à ce constat que notre personnalité n'est pas nous. Qui sommes-nous donc au fond? Il nous faut revenir au cœur de l'œuf et voir enfin les 3 grâces. 3 composantes de l'œuvre: le souffle, le sel et le mercure, le corps, l'âme et l'esprit, la foi, l'espérance et l'amour. 3 qualités de l'âme nouvelle qui s'est développée chez le candidat. Nous avons en écho des anges qui émergent des pierres. Ces 3 grâces, cette trinité reconstituée qui dépasse la dualité, nous permet de rejoindre le monde de l'esprit, le monde de la lumière sans ombre,
sommes au terme du processus alchimique, au terme de ce parcours où vous avez pu ressentir que la ville de Montpellier a un message toujours vivant au-delà de l'espace et du temps et nous appelle à la transmutation profonde de l'être. Ce travail suppose un travail sur soi, de réflexion et de méditation, de gnose individuelle, mais aussi un lien avec un groupe, une école des mystères, représentée par la structure de l'opéra. Pour jouer une partition, il faut être plusieurs. Pour résonner la musique des sphères, l'orchestre est nécessaire. Cette gnose individuelle et cette gnose collective s'articulent pour permettre à chacun de retrouver une forme de liberté et sortir de la prison du monde. Ce chemin a été montré en 1633 par la Rose-Croix, notamment dans le livre Les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix, que nous vous invitons à lire, à étudier, notamment avec les commentaires de Jan van Rekenborg, aux éditions du Septénaire. Bonne recherche à tous et bon chemin.